Bonjour Monsieur Laurent. Ah, bonjour. Ok. À l'occasion des paroles données que vous animez tous les mercredis soirs à l'espace culture épais, au mois de février, vous avez animé la séquence des rôles. Oui, c'était le thème du mois, le 56e thème, je crois. Ok. Et il est envisageable dans ces séances d'élaborer une encyclopédie. Oui. Alors les chers téléspectateurs veulent savoir pourquoi une encyclopédie et pour quel objectif. C'est une encyclopédie sur des thèmes au départ plutôt existentiels. On ne veut pas que nos discussions soient juste idéologiques ou intellectuelles et que ça touche au vécu des gens. Et on choisit des thèmes qui amènent les personnes à réfléchir sur leur comportement, sur leur attitude. Le mois d'avant, je me rappelle qu'on avait parlé des priorités. Au mois de décembre, c'était les certitudes. Et là, donc, les rôles. Et il faut donc replacer ça dans le contexte de la vie de chacun. Au fond, réfléchir aux rôles que nous jouons dans la vie. Est-ce qu'ils sont subis? Est-ce qu'ils sont voulus? Est-ce que ces rôles nous plaisent? Est-ce que nous nous reconnaissons dans le rôle que la vie nous fait jouer? C'est quelques-unes des questions qu'on voulait aborder. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une encyclopédie qui est vraiment liée au vécu de chacun. Êtes-vous en partenariat ou bien en contact avec quelques maisons de la place, comme Gallimard, le Jean-Jacques Rousseau, qui ont l'habitude d'élaborer des encyclopédies? Ah non, pour l'instant, on n'a pas cette ambition. C'est vrai que l'encyclopédie, ça fait penser au travail du XVIIIe siècle, Diderot et d'Alembert. En France, il y a une encyclopédie très réputée qui est l'Encyclopædia Universalis. D'ailleurs, je l'ai dans cette pièce. Les Anglais, les Américains utilisent ce qu'on appelle Britannica. Chaque nation a son encyclopédie. Et alors, évidemment, il y a l'encyclopédie en ligne que tout le monde connaît, Wikipédia, où on trouve énormément d'articles. Par exemple, ce rôle, ce que dit Wikipédia est intéressant. J'en ai tenu compte, mais l'approche de Wikipédia est, je dirais, plus académique. Et, encore une fois, nous ne souhaitons pas que nos programmes soient juste académiques. On regarde dans votre espace culturel, c'est le tout complet. Il y a le Club Science, il y a le Café Tao et il y a vous. Au juste, cet espace culturel, c'est une institution. Je ne sais pas si c'est une institution, disons qu'on essaye dans ce qu'on appelle le nouveau quartier latin, le 13e arrondissement de Paris, non loin de la grande bibliothèque, des universités de Diderot et de Tolbiac, de l'INALCO, d'animer des programmes qui peuvent plaire aux jeunes, et je pense aussi aux professeurs. Et on est loin de répondre à tous les besoins. On essaye de développer quelques programmes où je pense que nous avons une certaine compétence. Bon, pour le Club Science, c'est animé par Didier Guignard, qui est ingénieur de formation. Il fait appel à de très bons orateurs. Le Café Tao existe déjà depuis des années. Elle fait appel aussi à des philosophes reconnus. Café Théo aussi. Café Théo, alors ça c'est nouveau aussi. Voilà, c'est ça. Et donc le Parole donnée, nous sommes déjà, ça fait plusieurs années que nous sommes dessus. Ce sont des programmes qui sont bien rodés, perfectibles bien sûr. Mais je pense que c'est loin de répondre à tous les besoins. Si on pouvait faire d'autres choses, ce serait idéal. Êtes-vous en compétition? On voit qu'il y a la compétition avec d'autres centres culturels dans le 13e arrondissement de Paris. On voit des centres culturels qui se créent, où il y a des débats. Et avez-vous eu le temps d'aller assister un peu aux autres choses? Pas suffisamment, c'est vrai. Je ne pense pas qu'on soit en concurrence, c'est peut-être complémentaire. Je pense que tous ces cercles ont leur but, leurs objectifs. Normalement, nous devrions tous être complémentaires. Il y a par exemple beaucoup de personnes qui animent des ateliers sur la science. Didier Guignard se rend à ces
programme. Bon, je pense qu'effectivement, dans le 13e, il y a énormément d'activités culturelles, ce qui est très bien. Parole donnée, c'est vrai que c'est un programme foncièrement original. Je crois qu'il n'y a pas l'équivalent, à savoir donc une discussion par table où tout le monde peut s'exprimer, des chansons. Je rappelle qu'on chante toujours des chansons. Il y a aussi l'exposé, et il y a les résolutions à la fin du programme. Le tout accompagné des questionnaires qui préparent ce programme, de l'affiche due à Régis Marion. C'est une sorte de show que nous faisons pendant 2 heures, d'événements, mais qui est très interactif. C'est un show, je pense, dans lequel tout le monde participe. Aussi, la convivialité est très importante. On a toujours tenu à ce qu'une collation soit offerte aux participants. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'hospitalité, prendre soin des personnes qui viennent nous voir, qui se sentent vraiment à la maison. C'est important parce qu'on souhaite que les gens s'expriment librement, sans fausse pudeur. Ce n'est pas un déballage, hein. Les gens ne sont pas là pour... c'est pas de l'exhibitionnisme. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le vécu apparaisse, que les personnes se sentent en confiance et se disent, tiens, j'ai peut-être une histoire intéressante, un peu personnelle, mais je sais que les gens sont bienveillants ici, ils vont pas rire de mon histoire, ils sont là pour écouter. On a parfois de très bonnes histoires, et je sens que les gens sont heureux de pouvoir s'exprimer comme ça. Au départ, il y en a qui sont un petit peu surpris, ils ne sont pas tellement habitués à ça. Beaucoup de gens portent un masque, c'est-à-dire ils parlent de généralité, on pense, on dit ceci. Bon. Et ce que nous essayons, c'est de voir ce que la personne vit et ressent par rapport au thème. Ok, en parlant de l'hospitalité, on voit votre accueil, c'est pas le moindre. Il y a vraiment de l'hospitalité. Bénéficiez-vous d'un financement? Non, non, en fait, ce sont les bénévoles qui amènent des provisions, des boissons, etc. Cela dit, on essaye de bien le présenter, que ce soit fait avec cœur. L'hospitalité signifie que la personne doit sentir que on aime sa venue, on s'est préparé à la recevoir, un petit peu comme quand vous recevez quelqu'un chez vous, ben, vous essayez de bien vous préparer. Et nous tenons beaucoup à ce que les personnes qui viennent à ce programme se sentent en confiance, se sentent en famille. Ça m'a frappé d'ailleurs, il y a des gens qui viennent pour la toute première fois, et d'emblée on leur demande d'assumer une responsabilité, par exemple de faire le rapport d'une table. Eh bien, c'est curieux, mais la plupart acceptent. Ils ne disent pas « oh non, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils sentent que c'est très authentique et que même s'ils n'ont jamais fait ça dans leur vie, bon, ils vont faire un rapport d'une table, s'exprimer au nom des autres. Pas tout le monde est capable de faire ça, mais j'ai vu parfois des gens qui viennent pour la première fois et on sent qu'ils ont la capacité, alors on leur demande de faire ça. Ouais. Donc, je disais au début que le mois de février, c'était la séquence, la semaine des rôles. Oui. Alors, essaie un peu de développer ce que c'est les rôles. Oui, je crois qu'on doit d'abord réfléchir un peu à l'étymologie de ces mots. C'est justement une des étymologies les plus intéressantes. Je vais sortir l'affiche de Régis Marion. C'était la dernière affiche, donc mon meilleur rôle. Oui. Et il faut savoir que rôle, voilà, je suis en train de rouler l'affiche. Alors, le rôle, en fait, ça vient de rotulus. C'est un mot latin qui signifie ce parchemin en fait, que l'on déroule. Il faut savoir que dans la langue anglaise, il y a roll, qui est un rouleau, et roll, le rôle au théâtre. Donc, ce rôle que l'on déplie, ce parchemin, rotulus en latin, signifie
c'est un registre sur lequel figure un certain nombre de tâches à accomplir. Par exemple, sur les navires avant, il y avait un rôle qui expliquait ce que chaque matelot doit faire sur ce navire. Je crois qu'à un moment donné, le rôle désignait le registre des contribuables, ce que chacun doit contribuer. Et c'est assez tardivement, je ne saurais pas dire à quelle époque, que le rôle est devenu le parchemin sur lequel figure le texte que l'acteur va dire, notamment dans le théâtre classique. Peut-être qu'il faudrait faire des recherches, mais ça date sans doute du théâtre élisabétain, du temps de Shakespeare, et puis ensuite, bon, en France, hein, le théâtre classique qu'on apprend à l'école, Racine, Corneille, Molière, les pièces de théâtre. Donc là, il y a un texte. J'insiste sur le fait qu'au départ, le texte de théâtre, c'est un texte presque sacré. Il est écrit en vers. C'est pas un langage banal. Les acteurs sont censés réciter de la poésie. La plupart des pièces classiques sont en alexandrin. On va donc à un spectacle. Alors, le rôle désigne ce parchemin où l'acteur a son texte. Plus tard, le rôle en est venu à désigner le personnage lui-même, l'acteur. C'est ça qui est intéressant. Au départ, c'est le texte. Mais justement, on ne demande pas à l'acteur d'être simplement une sorte de haut-parleur qui réciterait son texte de façon scolaire. Il doit le vivre. D'ailleurs, il n'est pas sur scène avec son texte. Il a l'air de parler spontanément, enfin, il a appris par cœur. Et ce qu'on lui demande, c'est d'incarner le rôle. Et plus tard, le rôle en est venu à désigner l'acteur, mais principalement son caractère. Par exemple, on va dire, un tel est bon pour les rôles de méchant, ou les rôles de justicier. Les rôles ça, c'est dans le cinéma. Dans le cinéma, voilà. Parce qu'il y a certains types, même des archétypes dans le théâtre et le cinéma, il y a tout un registre en fait. Alors, on doit jouer certains personnages, il y a les comiques, il y a les tragicomiques, il y a les carrément tragiques. Et il y a un certain nombre de rôles qui sont convenus, c'est-à-dire que ce sont des recettes qui marchent, puisque au fond le but c'est de faire du spectacle. Donc, il faut que le public soit enchanté. On va au théâtre, on voit ces rôles, et ça ne peut pas être banal, ça ne peut pas être une simple conversation. C'est un langage qui est un petit peu artificiel au départ, et qui produit ce que les anciens appelaient catharsis. C'est une émotion esthétique très forte qu'on ne peut ressentir justement que si les passions vécues par les personnages sont un peu mises en scène. Il faut du cœur pour assister à un spectacle. On sait très bien que c'est artificiel, mais quand vous voyez la pièce ou le film, vous êtes dedans. Et vous sortez de là ému, avec un mouchoir par exemple, hein, parce que vous ne pouvez pas simplement vous dire c'est un spectacle, vous êtes vraiment dedans. Et alors plus tard, le rôle, du coup, parce que si vous voulez, au théâtre, il y a une troupe, donc chacun a son rôle, mais il y a le rôle des autres aussi. Et alors bien plus tard, le mot rôle en est venu à désigner ce qu'on appelle la fonction dans un groupe. Mais ça, c'est un usage tardif, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on pense que on parle par exemple du rôle de la pluie, du rôle du soleil, ça veut dire la fonction. Ou parfois, on va dire le rôle du président. Ça, c'est ce qu'on appelle le statut en sociologie. Il y a, dans une société, il y a différents statuts. Par exemple, être professeur, c'est un statut. Toutes les formes d'autorité institutionnelle sont appelées des rôles. Une parenthèse, le statut, c'est l'aspect un peu officiel. Le rôle, c'est le vécu. Par exemple, un professeur peut avoir le statut de professeur de mathématiques que lui confère, il a un diplôme pour ça. Maintenant, est-ce qu'il joue son rôle? Ça va être le cœur qu'il y met. Il y a des professeurs de maths qui sont excellents dans la matière,
ils sont très compétents pour enseigner les mathématiques. Maintenant, ils ne sont pas forcément dans leur rôle, parce que peut-être il leur manque la pédagogie. Et c'est ça justement, c'est que le rôle que l'on joue, on doit l'incarner. On doit être habité par ce rôle-là. On voit tout de suite si quelqu'un n'est pas sincère. Si c'est simplement une fonction, mais en fait, il est en train de penser à autre chose. On doit être habité par son rôle, être magnifié par lui. Je dis ça parce que certains acteurs de cinéma, ils disent que parfois ils ont eu le rôle de leur vie. De grands metteurs en scène leur ont permis d'exprimer leur génie d'acteur. Je pense à quelqu'un comme Marlon Brando, par exemple, l'un des acteurs les plus célèbres du XXe siècle. C'est quelqu'un qui avait un magnétisme naturel, et les cinéastes ont utilisé ce potentiel énorme de Marlon Brando. Au début, il était dans des rôles un peu stéréotypés, très masculin, un peu sex symbole, on va dire. Et puis, quelqu'un comme Mankiewicz, par exemple, s'est aperçu que Marlon Brando pouvait être un très grand acteur de théâtre. Dans le film Jules César, qui est du théâtre filmé en fait, Marlon Brando récite les vers de Shakespeare. Et là, on s'aperçoit que c'est un très très grand acteur. Sa performance dans ce film était extraordinaire. On voit qu'il était vraiment capable de jouer les plus grands rôles du théâtre anglo-saxon, parce qu'en fait tout le monde, les Américains comme les Anglais, Shakespeare c'est vraiment la référence. Et là on s'aperçoit que Marlon Brando était l'un des plus grands acteurs, à l'égal de par exemple les grands acteurs shakespeariens au XXe siècle. Il y a notamment Laurence Olivier, qui a aussi fait beaucoup de films. Il y a tout un code en fait pour réciter Shakespeare. C'est quand même des textes très difficiles à prononcer. Il faut sortir le grand jeu pour être un acteur shakespearien. Okay. Nous voulons savoir la différence entre jouer un rôle et imiter un personnage. Oui, alors, l'un des paroles données concernait la projection des enfants dans les rôles. L'enfant est captivé par la magie du monde des adultes. Il voit que les adultes portent des uniformes. Alors, il y a des pompiers, par exemple, il y a des policiers. C'est des personnages qui fascinent l'enfant. Et c'est vrai que l'enfant, il ne comprend pas exactement ce que fait le médecin avec une blouse blanche ou l'avocat, mais il se dit, ça c'est des personnages, ils sont vraiment spéciaux. Et l'enfant s'identifie. C'est un peu de l'idolâtrie, c'est comme des poupées vivantes, en fait. Et alors, les enfants imitent. Et ce sont des grands imitateurs. Et ça nous fait rire, parce que manifestement, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils imitent l'aspect extérieur. Et au départ, alors je crois qu'on a distingué 3 stades. Le stade symbolique, c'est par exemple l'enfant qui joue avec des, je ne sais pas si ça existe encore, des petits soldats. Quand j'étais petit, on avait des figurines en plomb ou en plastique. Il y avait toutes sortes. C'est ça. Il y avait toutes sortes d'armées. Et certaines de ces figurines sont extrêmement bien faites. Et donc l'enfant, il joue avec ces petites figurines, il leur fait faire des mouvements. En fait, il ne comprend pas ce que c'est que la guerre, mais il imagine, il a vu des films. Au stade que j'appellerais image, et non plus symbole, l'enfant revêt une panoplie. Zorro, ou l'infirmière. Donc là, c'est pas simplement faire. Il se dit, tiens, allez, maintenant je vais jouer au médecin, je vais faire des prescriptions. Veuillez vous asseoir, allongez-vous, je vais vous faire une piqûre. Donc, en fait, pour lui, encore une fois, c'est un peu magique. Il ne sait pas trop ce que c'est qu'un acte médical. Mais en fait, il a vu ça, et puis ça le fait rire. Et donc, il revêt la panoplie. Et alors, on s'aperçoit que le stade que j'appellerais de la substance,
c'est l'enfant qui est réellement devenu médecin Médecin. ou pompier. Il est maintenant dans le rôle du médecin. Ah oui, absolument, il incarne. Donc, il a commencé avec l'imitation. Oui, c'est Il ça. a fini dans le rôle du médecin. Oui, tout à fait. On sait qu'il y a par exemple des adolescents fascinés par leurs professeurs. Oui. Certains professeurs sont des éveilleurs de conscience, des accoucheurs d'âme. Et certains adolescents sont fascinés par leurs professeurs. C'est un peu comme une figure parentale de substitution, une autre forme de parent. Et certains trouvent au contact des professeurs qui ont une âme leur vocation. Ils se disent, moi j'exercerai ce beau métier. On sait aussi que pas mal de vocations naissent au contact des parents. Il y a un certain papa aime amener leur fils sur leur lieu de travail. Et il montre les gestes. Et l'enfant, parce qu'il aime son père, assez vite, il se dit, ben moi je ferai comme papa. J'aime bien les outils de papa, j'aime bien l'odeur de son atelier, de voir toute sa clientèle, tout ça. Je reprendrai son affaire. Et il y a des petites filles qui imitent aussi leur maman. Bon, je ne veux pas non plus tomber dans les stéréotypes, puisque en fait certaines filles vont s'identifier au métier de leur père, ça peut arriver. Peut-être plus rarement un garçon au métier de sa mère. Encore que, bon, tout est possible hein, de nos jours, quoi. Donc l'aspect affectif est très, très important. Il faut que le rôle plaise. Et c'est là qu'on est encore dans le registre du théâtre. Parce que c'est la différence entre un statut et une fonction. Vous ne pouvez pas devenir président de la République si vous n'aimez pas ça. À contre-cœur, si je puis dire. Il faut vraiment aimer ça. Il faut aimer le théâtre de la vie politique. Ça n'empêche pas d'être tout à fait sincère. Hein, mais quelqu'un qui n'y croit pas, bah, il ne va jamais faire ça. Il va faire autre chose. On a envie d'agir dans le domaine qu'on aime et qui nous paraît plaisant. On se dit que c'est beau à voir. C'est, par exemple, quelqu'un qui suit les procès et se dit « Ah, mais c'est un procès, mais c'est quand même captivant, c'est beau à voir, la justice en marche, ça donne des frissons. » Ou je sais pas, quelqu'un qui va à l'hôpital, il a le coup de cœur, le coup de foudre pour ça. D'autres, pas du tout. Ils vont jamais aller dans ce lieu. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, en disant que les enfants étant des grands imitateurs, ils imitent très vite les comportements des parents. Mais alors, quel rôle doivent jouer les parents face aux enfants? Les parents, disons que c'est important qu'ils incarnent aux yeux de leurs enfants un certain rôle. Je pense que l'enfant doit vraiment chérir les vertus qu'il prête à ses parents, même quand c'est le cas et qu'un parent incarne de très bonnes valeurs, le parent scrupuleux, malgré tout, va toujours demander à son enfant, est-ce que tu es vraiment certain de suivre cette voie? Parce qu'un parent ne voudrait pas non plus fasciner son enfant. Même si un parent souhaite transmettre son savoir-faire, les choses qui lui plaisent beaucoup, il aura du scrupule s'il sent que son enfant devient dépendant. Il doit y avoir un minimum de regard critique. Donc le parent va demander à son enfant, est-ce que tu es certain de vouloir jouer ce rôle? On a l'exemple de patrons d'entreprise, ils testent leurs enfants, ils disent, bon écoute, tu reprendras peut-être l'affaire, mais tu vas d'abord aller à l'international, tu vas te former, hein, et puis on verra si tu es capable de prendre la succession ou bien de faire autre chose. Il y a différents cas de figure, je pense. Ok, alors, nous continuons avec la semaine des Roms. Vous avez dit aujourd'hui la plupart des rôles traditionnels imposés jadis par la religion, l'idéologie, la culture
la classe sociale sont rejetées. Mais le monde de l'information immédiate et des modes éphémères impose d'autres détails. C'est ça, non? D'autres dictats. Ok. Je suis Charles fut par exemple un slogan populaire. Mais est-ce pour autant un rôle? Nous devons le reconnaître humblement. Chaque personne se soit obligée, presque chaque jour, de redéfinir son rôle et ses positions dans un monde de plus en plus incertain, multiculturel, où les nouvelles technologies nous font parfois jouer des rôles plus virtuels que réels. Nous essayerons de mieux saisir quels sont les meilleurs rôles que nous pouvons jouer pour donner à notre vie sa vraie valeur. Et c'est la douce. Oui, alors c'est là que donc on voit la vocation, je dirais, existentielle de Culture et Paix, parce que de toute façon, tous les êtres humains sont appelés à jouer un rôle. Et dans le passé, les rôles étaient assez stéréotypés. Bon, par exemple, l'immense majorité de la population en France était presque, je ne dis pas condamnée, mais destinée à jouer des rôles de paysans dans la société. Et cela jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi les rôles d'ouvriers. Beaucoup de gens étaient dans la classe ouvrière. Ce monde-là, le monde de nos parents, a disparu. Nous voyons de moins en moins les rôles traditionnels. Même par exemple, la femme au foyer. Enfin, essayez de vous projeter 50 années en arrière, d'imaginer la bonne française moyenne qui vivait chez elle, souvent un petit peu dans l'ombre de son mari, qui avait peut-être un travail, mais pas d'une très haute importance. Donc, ces rôles auxquels on s'identifiait et qui nous protégeaient d'une certaine incertitude, aujourd'hui, ça n'est plus tellement le cas. Nous sommes dans une société de métamorphose perpétuelle. Et les gens ne peuvent pas faire de plan de carrière, même si vous voulez, le rôle de fonder une famille est devenu tellement fragile, puisque les couples se font et se défont. Rien n'est assuré. Il y a une remise en cause permanente de ce que l'on est. Et encore plus avec le monde virtuel, puisque finalement, les gens sont sans cesse en train de se demander s'ils ne feraient pas mieux de faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. On a par exemple des personnes qui sont au bureau, et leur chef croit qu'ils sont en train de travailler, mais en même temps, ils sont en train d'écrire des emails un peu à droite, à gauche. Ils jouent plusieurs rôles à la fois, quoi. Et il y a vraiment un risque, je pense. Dans un sens, c'est bien de ne pas être cantonné à un rôle, mais d'un autre côté, je me demande s'il n'y a pas un risque d'émiettement général. C'est-à-dire qu'au fond, on devient des caméléons. Parce que aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de conformisme aujourd'hui. Finalement, les gens réagissent à l'actualité, on leur demande prenez position sur telle ou telle chose, et au fond, on improvise des répliques toutes faites qu'on a plus ou moins entendues. Les gens disent en gros, c'est ça que je pense, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'ils aient une opinion très précise. D'accord. Mais que direz-vous de l'instrumentalisation de l'homme par des rôles que quelques personnes influentes jouent dans la vie sociale? Vous pouvez préciser, parce que je ne comprends pas trop. C'est-à-dire les idéologies politiques, les idéologies religieuses, ah oui. Les moyens culturels. Oui, alors justement, là on voit dans le cas de la propagande de Daesh, des personnes justement fragilisées. Ça c'est très tragique parce qu'elles vont s'identifier passionnément à un rôle qui est fictif. Par exemple, faire le djihad en Syrie. Alors, on a beaucoup de témoignages selon lesquels ces gens-là, ceux qui sont partis,
parfois, par exemple, de la classe moyenne en France, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam. Il y a même eu des enfants de fonctionnaires, éduqués au biberon laïque, et soudain ils se radicalisent. Ils se disent, bah, la petite société, petite bourgeoise en France, c'est pas pour moi. Si je ne deviens pas un héros en Syrie, je vais manquer ma vocation, ma chance. Et il y a eu un peu le même genre d'appel que jadis l'appel du communisme pour des gens idéalistes. Ils se disaient, il ne faut pas passer à côté de la révolution mondiale, je dois en être. Et là, il y a des... C'est surtout des jeunes, je pense, hein, ils se disent, mais vraiment, ce que fait Daesh, c'est tellement audacieux, c'est incroyable, c'est si radical comme mode de vie. Ils sont sur la ligne de front, ils sont tellement audacieux, ils ont des mises en scène incroyables. Il faut que j'aille là-bas. Ma vie en France, c'est un enterrement de première classe, quoi. Je suis en train de mourir à petit feu. Il faut que j'aille là où il y a la vraie vie. Et c'est tragique parce que ces personnes ne vont pas du tout rencontrer ça. Elles vont rencontrer l'horreur de la guerre, elles vont devenir des criminels, elles vont se livrer à des actes abominables qui vont les dénaturer, quoi. Bon, certains s'en sont rendus compte, hein, ils s'en sont repentis, mais justement il faut faire très attention au pouvoir de fascination. Je pense que les hommes politiques, tous ceux qui ont une influence, doivent pouvoir se remettre en cause, même publiquement, enfin, montrer qu'ils ne sont pas infaillibles. Je pense que les gens apprécient le pape François à cause de ça. Parce qu'ils se disent, tiens, c'est pas un pape comme les autres, lui. Il ne joue pas au pape classique. On a l'impression qu'il se remet constamment en cause. Il dit, voyez, je suis l'habit du pape, mais je n'ai pas changé, je suis le même homme que j'étais avant. Voilà. Et c'est très bien de faire ça. Il prend, je pense, pas mal de gens à contre-pied. Parce que on enferme un peu les papes dans des stéréotypes. On dit, voilà, le pape doit être comme ci, comme ça. Bon, déjà, par exemple, lui, il a dit, je ne m'installerai pas au Vatican. Il va dans une autre... Enfin, il loge dans un... Je crois que ça s'appelle l'Institut Sainte-Marthe. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais au début, il payait même un loyer, par exemple. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il se dit que, voilà, le successeur de Pierre ne doit pas forcément vivre dans l'ostentation avec... Bon, il ne va pas jusqu'à enlever ses habits... non, il ne va pas jusque-là. Parce que, de toute façon, ça serait de la provocation, ça serait inutile. Il n'élimine pas la part d'apparat du rôle de pape, mais c'est peut-être encore plus efficace dans cette tenue très officielle. Il se remet en cause et il remet en cause les cardinaux. Il leur a dit que eux qui sont normalement appelés à la sainteté peuvent très bien être mêlés à de la corruption et que c'est grave parce que quand on est à ce niveau d'excellence, ça ne peut pas être extérieur uniquement, ça doit être vécu. Donc je pense que c'est quelqu'un qui éduque les catholiques, mais les gens du monde entier aussi, par son franchise. Voilà, c'est ça. Le fait que justement, il est critique de son rôle. Mais non, il n'est pas non plus critique, comment dire, il ne remet pas tout en cause. Mais au moment même où il joue le rôle, il dit, voyez ce que je fais. C'est pas tout à fait comme font les autres papes. C'est un tout petit peu différent. Vous avez été habitué à un certain style, mais moi, je joue pas le rôle classique, quoi. Donc, selon lui, il veut être saint. Oui, et puis surtout, il explique que
être pape, c'est bien plus qu'une fonction, qu'un statut. Il faut vivre quotidiennement cette... Cette sainteté. Voilà, c'est ça. Il y a des codes pour ça. Bien sûr, le pape s'appuie sur toute une tradition. Quand il arrive là, il hérite d'une tradition, de tout un appareil, une structure qui porte le pape. Il a gravi tous les échelons pour y arriver. Mais justement, sa grandeur, c'est de remettre en cause ça. Il pourrait très bien dire, bon, j'ai le statut, maintenant, je suis patron, si je veux, là, je donne des ordres, ça marche dans cette boutique. Il fait exprès de casser un peu les codes. Et par exemple, il va interroger les cardinaux et il va leur poser des questions très gênantes qu'on leur a jamais posées, quoi. Et ce faisant, il se remet lui-même en cause. On sait d'ailleurs que ça grince un peu. Enfin, au départ, tout le monde le trouvait très sympa, etc. Et puis, il y en a qui grincent un peu, quoi, justement. Parmi ceux qui jouent un peu trop leur rôle, je dirais dans le mauvais sens. Et il y en a qui se demandent s'ils poussent, pardon, pour parler familièrement, s'ils poussent pas le bouchon un peu loin, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que la répartition ou la distribution des rôles dans la vie sociale est-elle équitable? Non, je pense pas. Malheureusement, le fait est que tous les êtres humains sont appelés à un moment donné à jouer certains rôles. Et il y a une partie qui correspond à ce qu'ils veulent vraiment, et puis toute une autre partie qui est au fond imposée par... il y a tellement de contraintes, des contraintes familiales, sociales, nationales. Par exemple, justement, dans des pays en voie de développement, beaucoup de gens ont des compétences, des capacités énormes, et puis rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas tellement les épanouir, parce que l'infrastructure n'est pas là. Vous avez par exemple en France beaucoup d'immigrés qui ont des diplômes comme les Français, hein, par exemple. Bon, parfois, ils ne vont pas pouvoir les exercer, et justement, ils vont porter cette panoplie de l'immigré. On va leur dire, vous êtes fait pour les rôles de sécurité. Non, j'ai un diplôme d'ingénieur informatique. Oh, c'est pas grave. Vous n'allez pas prendre le boulot des Français, on va vous mettre dans le... Vous êtes fait pour le rôle d'agent de sécurité. Les gens comme vous, là, de couleur, hein, c'est les métiers qu'ils font. Récemment, il y avait un sujet aussi sur le rôle des acteurs noirs dans le cinéma français. Et certains, ils se disent, on ne veut pas jouer que des noirs. On veut jouer tous les rôles, quoi. Alors, il y avait une dame, par exemple, une dame africaine, elle disait, moi, on me fait tout le temps jouer le même type de rôle, et j'aimerais bien changer un peu. J'aimerais bien faire les rôles qui sont donnés aux Françaises. Par exemple, jouer un médecin, et puis que les gens ne voient pas simplement comme noire, mais simplement comme une actrice compétente. Ils disent finalement à compétence égale, même talent d'acteur. Pourquoi est-ce qu'on prendrait un visage pâle plutôt qu'un visage noir, quoi. Donc de ce point de vue-là, il y a encore, oui, nous sommes très loin d'une société équitable. Alors les raisons pour ça sont tellement nombreuses. Il n'y a pas que des raisons politiques, hein, il y a énormément d'autres raisons, quoi. Donc, je voulais dire, le monde depuis toujours est à cheval entre deux natures idéologiques, le capitalisme d'une part et le socialisme d'autre part. Le monde, la vie sociale des hommes sont à perte de vitesse. De l'homme objectif, d'après vous, il doit jouer quel rôle? C'est du capitaliste pour l'accaparement des biens ou c'est du socialiste pour le partage des biens? Oui, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature, quoi. Je pense qu'une personne qui veut devenir chef d'entreprise
avec tout ce que ça comporte de noblesse. Parce qu'être chef d'entreprise, c'est pas simplement être capitaliste, c'est vraiment, enfin, pour moi, un vrai patron, c'est quelqu'un qui fait travailler beaucoup de gens, et il ne peut le faire que s'il est honnête et soucieux de l'avancement de ces gens-là. On s'aperçoit que parfois les meilleurs patrons sont des gens qui ont eux-mêmes été de bons ouvriers. Ils ont gravi les échelons, ils savent ce que c'est. Hein. Ou alors, justement, ils cassent un peu les codes. Il y avait l'exemple d'un patron japonais. De temps en temps, il allait nettoyer les toilettes dans l'entreprise, un petit peu incognito comme ça. Et surtout au Japon, c'est surprenant. Hein. Les gens disent: oh mais patron, vous n'allez pas faire ça quand même. Et elle dit: quoi, que fais-je de spécial? Bah, vous nettoyez les toilettes. Ah oui, et c'est quoi le problème? Donc, alors je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes, parce que certains pourraient dire: oui, mais c'est très paternaliste de faire ça. Donc il y a un équilibre à trouver. On s'aperçoit que par exemple, c'est vrai, il y a des ouvriers qui ont été victimes de ce qu'on appelle les patrons voyous, qui mettent la clé sous la porte, ils s'en vont et puis ils laissent en plan toute une entreprise. Et il y a parfois des ouvriers qui rachètent leur entreprise et qui deviennent, c'est des coopératives. Et c'est bon pour eux, parce que là, ils vont s'apercevoir que être patron, c'est pas non plus si caricatural. Ils vont s'apercevoir qu'il y a des bilans à faire et que l'ouvrier ne peut pas se désintéresser de la gestion, de l'encadrement. C'est tellement facile, quand on est d'un côté de la barrière, de critiquer l'autre côté. On a eu un cas qui pour moi était quand même pénible, c'était ce DRH de Air France dont on le dépouille de sa chemise devant le monde entier. Moi je trouve ça lamentable de faire ça, quoi. C'est vraiment pour moi une caricature. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Ça a choqué beaucoup de gens parce que je pense que dans la plupart des pays, on n'a pas cette vision extrêmement dialectique. Alors les patrons d'un côté, les ouvriers de l'autre. En Allemagne notamment, il y a une vision raisonnable. On se dit, bon, on est tous dans le même bateau. Parce que déjà en Allemagne, il y a une valorisation du travail manuel. Les Allemands ne considèrent pas les ouvriers comme des sous-hommes, j'allais dire. Au contraire, l'ouvrier en Allemagne, c'est un monsieur, en fait. Hein. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un qui... parce que l'industrie est valorisée en Allemagne. Les Allemands, ils ont du respect pour l'ouvrier d'usine, qui souvent d'ailleurs est bien payé. C'est le même mot qu'en France, ouvrier. Hein. Sauf que la notion de travail est sans doute très appréciée outre-Rhin. Travailler avec ses mains, c'est noble. Je ne dirais pas qu'il y a une aristocratie des travailleurs, mais presque, en fait. Et c'est pas du tout des travailleurs grincheux qui vont contester les patrons. Au contraire, ils sont fiers et ils vont discuter peut-être d'égal à égal avec les patrons. Ils vont dire, voilà, vous voulez faire des profits, nous aussi. Donc, on a intérêt à s'entendre. Et il n'y a pas cette lutte des classes très caricaturale qu'on voit encore en France. Je pense que c'est l'un des derniers pays où il y a toute cette mise en scène. On voit pas beaucoup ça dans les autres pays. Les autres pays, justement, sont plus portés vers la négociation. Je ne veux pas non plus idéaliser trop. Hein. Alors justement, on est habitué à un jeu de rôle en France, qui, moi, me paraît dangereux, quoi. J'aime pas trop ça. Alors, parole donnée numéro 300, excusez-moi, parole donnée numéro 239, oui. Être dans mon rôle. Les circonstances nous font parfois jouer un rôle désagréable ou artificiel à l'encontre de nos convictions, de nos valeurs, de notre nature. Si cela continue, nous finissons par porter un masque. Mais savons-nous quel est notre rôle véritable? Avons-nous la volonté et la capacité de l'assumer jusqu'au bout et de pouvoir apporter ainsi notre meilleure contribution à notre entourage? Au cours de cette soirée, chaque personne réfléchira au meilleur rôle qu'elle doit jouer désormais. Je pense que ça, c'est parole donnée du mercredi 3 février. Oui, c'est vrai, on a commencé par...
on s'est interrogé alors justement sur les choses de base. Au fond, pourquoi jouons-nous un rôle? Et dans cette soirée, on a dit qu'au fond, il y a deux dimensions dans le rôle. Il y a une dimension horizontale. On joue un rôle parce qu'on fait partie d'un groupe. Par exemple, vous êtes dans une famille, vous avez le rôle du papa, de la maman, des parents, des enfants, etc. C'est une définition holiste. Hein. Vous faites partie d'un tout dont vous êtes un membre. Et au fond, vous devez connaître votre rôle par rapport aux autres. Or, ce que j'ai voulu dire, suggérer pendant cette soirée, c'est que, quand bien même, il n'y aurait pas d'autres. Je serais seul au monde, comme Robinson Crusoe. L'être humain se sent appelé à un rôle. Pas par la société, pas parce qu'il aurait une fonction à jouer dans un tout. J'ai dit tout à l'heure que le rôle, c'est un rouleau sur lequel figure un texte. Le premier rouleau auquel on peut penser, c'est le rouleau du code génétique, l'ADN. Vous savez, ce qu'on appelle la double spirale. Nous jouons le rôle qui est dicté en partie par nos gènes. Le comportement d'un animal, il est dicté par son rôle. Le chat, c'est un acteur, c'est celui qui miaule. Et au fond, on attribue à cet animal des caractères. On se dit, le chat, il est peut-être sournois. Le chien, il est fidèle. On s'aperçoit que les animaux, c'est des acteurs fabuleux. Oui. Ça fascine d'ailleurs les cinéastes parce qu'on s'aperçoit que ce sont des comédiens à part entière. On peut leur faire des tours. Les animaux sont tragiques, ils sont comiques. Alors, La Fontaine, justement, leur prête des dialogues dans ses fables. Et de tout temps, on a projeté sur l'animal des caractères nobles ou ignobles, ça dépend, hein, voilà. Alors, je dirais que de ce point de vue-là, le rôle, c'est quelque chose qui est vertical, qui est dicté par nos gènes. Avant même de nous insérer dans un groupe, nous devons être nous-mêmes. Un enfant peut très bien sentir les attentes de ses parents, de ses professeurs, et se dire, mais je ne me reconnais pas dans les stéréotypes. Bien sûr, je pourrais le faire, ça serait commode. Mais je sens que je suis appelé à un autre rôle que ceux qu'on me propose. Il y a ma conscience qui me dit, attention de ne pas t'enfermer dans ce rôle facile. Voilà, on te dit, tiens, tu fais médecine. Ah, ça c'est bien. Papa a fait ça, grand-père a fait ça. Dans la famille, on connaît la médecine. Tu as les compétences, fais-le. Et la personne se dit, oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment ma vocation. Je ne veux pas être rebelle non plus. J'ai rien contre les médecins. Mais voilà, je m'en voudrais de passer à côté de mon destin. Ça arrive. Alors, d'où vient ce rôle? J'ai appelé ça la métaphysique des rôles. Je pense qu'il faut se situer dans une perspective verticale où on inclut Dieu. Dans la Bible, il y a la première personne du singulier, qui est Dieu, et il semble que Dieu se réjouit de créer un alter ego. Il ne crée pas un robot à qui il dicte son rôle, il le branche à une machine, et Dieu lui dit, voilà, toi j'attends que tu joues ce rôle, il le programme. Dieu crée un être carrément imprévisible. Ouais. D'ailleurs, dans le tableau de Michel-Ange, le doigt de Dieu ne touche pas le doigt d'Adam. Donc, ce que Dieu espère, c'est que l'homme va jouer totalement le rôle que lui, Dieu, espère. C'est son vœu, mais il ne peut pas l'imposer.
quand l'homme parle, quand les mots jaillissent de ses lèvres, pas du bruit, mais que l'être humain se met à parler, ben, même pour Dieu, c'est surprenant, c'est incroyable. Parce qu'aucun animal ne fait ça. Et ce qui sort du cœur de l'homme, ce n'est pas simplement de l'information, genre il fait froid, il fait chaud. L'être humain exprime son cœur, ses émotions, son âme. Ça, c'est bouleversant. Ouais. Et le rôle, c'est vraiment ça, c'est d'exprimer l'émotion. Et l'homme vit des émotions dans son regard, dans sa bouche. Tout est fait en nous pour exprimer les sentiments. Et alors, ce que nous avons dit, alors je ne sais pas si c'est dans ce parole donné ou un autre, la motivation de Dieu, c'est sa joie désintéressée de voir l'être humain jouer un rôle totalement positif. Dieu se réjouit de nous donner le beau rôle. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir les autres heureux. La joie d'autrui les met mal à l'aise, ils sont jaloux. C'est ce que l'allemand appelle Schadenfreude, la joie mauvaise. J'aime bien quand l'autre, il a des pépins dans la vie. Il a glissé sur une peau de banane, c'est rigolo. Ou j'aime bien quand quelqu'un qui était estimé se fait prendre la main dans le pot de confiture. J'aime voir la chute des puissants. Alors, Dieu n'est pas comme ça. Il aime voir l'être humain dans un rôle magnifique, une victoire. Le bouddhisme a un terme pour ça, mudita. Mudita, c'est se réjouir de la joie d'autrui. Et donc Dieu crée Adam pour lui donner le plus beau rôle. Et pour ne rien gâcher, il crée Ève afin que l'histoire d'amour entre ces deux êtres soit la plus belle histoire d'amour. Au départ, il n'est pas censé y avoir d'acte 1, scène 2, c'est-à-dire la chute, avec les conséquences funestes. Il n'est pas écrit dans le texte que la femme est porteuse du péché. Elle est très jolie, mais elle va amener la calamité. Non, pas du tout. Dieu n'a pas prévu une clause de tragédie. Vous savez, pour me divertir, j'ai prévu un épisode appelé La Chute. Ça va barder. Au départ, vous étiez parti pour jouer un très beau rôle, mais ça m'ennuie un peu ce genre de spectacle insignifiant. Je préfère vous voir souffrir. Oh, j'aime quand vous vous rachetez. Oh, j'aime beaucoup voir l'être humain à genoux, implorant le pardon. Ça me plaît. C'est notre contrat. Moi, je suis le créateur, je vous donne le pardon, mais vous, il faut que vous soyez des pécheurs et je vous rachète. Non. Là, je dis non. Ce n'est pas vrai du tout. Quand Dieu a créé l'être humain, il n'avait aucune espèce d'intention qu'il y ait des choses trappes. Des gens qui viennent frapper les autres, du sang qui est versé, des coups de théâtre avec des méchants, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout ce que Dieu prévoyait. Par contre, le diable aime ça. Lui, il aime le rictus. Il aime défigurer les personnages. Il aime dire « Ah, regardez celui-là, la scène d'avant, il était heureux. Et là, maintenant, il est en train de bouffer de la vache enragée. Ah, que c'est drôle à voir !» Ça, c'est quelque chose qui est totalement exclu du plan originel de Dieu. C'est un point que je voulais souligner, en fait. Parce que la Bible, c'est la plus grande tragédie jamais écrite. C'est une foule de personnages plus tragiques les uns que les autres. C'est Shakespeare multiplié par 1000. Mais, alors, dans la Bible, et ça c'est le contraire de la tragédie grecque, il n'y a aucune fatalité. Jamais les rôles ne sont écrits totalement à l'avance. Je vais donner un exemple très clair. Dieu dit « Je ne souhaite pas la mort du méchant, mais sa conversion. » Ah bon? Ah ben nous on pensait que le méchant il doit être puni. C'est quoi cette histoire? Il y a sans cesse dans la Bible des dénouements imprévisibles. Par exemple, Dieu dit à Jonas « Toi le prophète, je t'envoie prêcher la repentance à Ninive. » Ils vont être détruits ces gens-là. C'est des pécheurs. Tu les envoies et
moi je vais vraiment les détruire. Alors Jonas, il y va, il prêche comme il faut. Alors curieusement, les gens se repentent vraiment pour de bon. Et du coup, Dieu les détruit pas. Alors là, Jonas, il est vraiment déçu, quoi. Il dit, bah, il est où le spectacle final Et en fait, Dieu a changé d'avis. Il ne va pas accomplir son plan initial, qui était de punir les méchants. Alors là, ça, effectivement, on est quand même surpris, quoi. Parce qu'on s'attendait à ce que tout le monde joue son rôle. Hein. Le gentil, il prêche, et les méchants, ils sont punis. Donc la Bible nous dit sans cesse que les rôles peuvent et doivent changer. Il y a la parabole du fils prodigue dans l'évangile de Luc, où un garçon qui se sentait vraiment damné, maudit par son père, eh bien il s'aperçoit qu'il peut être réintégré dans le rôle de l'enfant aimé. C'est bouleversant en fait de voir ça. Alors, c'est des paroles données, numéro 240. Le thème c'était la répartition des rôles. Frères et sœurs, nés des mêmes parents, élèves sortis d'une même école, croyants issus d'une même communauté, parfois ils restent proches malgré leur activité et fonctions différentes, parfois ils s'orientent vers des rôles qui les rendent étrangers, voire ennemis les uns des autres. Comment garder toujours un cœur assez large et un esprit assez ouvert pour continuer d'embrasser autrui malgré le rôle qu'il se donne ou que nous sommes tentés de lui attribuer. Oui, donc c'était la répartition des rôles. On a vu que dans le fait de tenir un rôle, il y a, je dirais, cette dimension métaphysique. À savoir que notre texte, le texte que nous devons dire dans la vie, une partie, certes, nous est proposée par la société, il y a des codes, mais une grande partie, c'est ma propre conscience qui va me le dicter. Alors, il y a des choix qui sont faits dans une même famille. On peut être surpris de l'orientation que vont prendre certains enfants. Pourquoi ils n'ont pas suivi le moule pourquoi ils ont suivi un autre chemin, quoi. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu à ça durant ce parole donné. C'était l'un des buts de cette soirée, quoi. Ouais. Ok, parole donnée numéro 241. Le thème c'était à tour de rôle. Dans une même journée, on joue parfois des rôles différents selon les milieux où l'on se trouve. Dans une même vie, il nous arrive de tenir un rôle que nous avions trouvé inaccessible, artificiel, haïssable auparavant et qui finalement nous va bien. Est-il possible toutefois de rester fidèle à un rôle central de notre destinée malgré les divers personnages que la vie nous fait jouer? Alors, c'est un parole donnée où on a essayé de distinguer deux choses différentes dans la vie. Dans le meilleur des mondes, l'être humain ne cesse de se métamorphoser, puisqu'au départ, il est un embryon qui va grandir pendant 9 mois. Et même là, entre le début de la grossesse et la fin, il est devenu plusieurs personnages différents, quoi. Mais en fait, c'est naturel. C'est une évolution sans accident. Et puis, nous étudions la vie entière de cette personne. Au fond, dans la meilleure des biographies, on devrait voir du berceau à la tombe un curriculum vitae qui est globalement cohérent. La personne est devenue, à ses yeux et aux yeux de la société, ce qu'elle promettait d'être. On voit l'épanouissement de la personne dans un scénario, justement, alors, sans chose-trappe, sans accident, sans tragédie. La personne a fait les bonnes études, elle a fait un bon mariage, elle a fait une bonne vie professionnelle.
Entre-temps, il est vrai qu'elle a joué des rôles différents. D'enfant, elle est devenue parent. L'adolescent d'il y a bien des années est devenu bien plus tard un noble vieillard. Évidemment, ce n'est pas les mêmes rôles. Et ensuite, on peut se demander, alors une fois que le dernier acte est venu, que la personne a quitté la scène, on peut se demander où elle va. Que reste-t-il de la... Finalement, on peut imaginer que devenons-nous dans un autre monde. C'est une ultime métamorphose. Et on se dit que si les choses sont justes, telle la personne a été sur Terre, telle elle va être dans l'au-delà, mais alors c'est une autre forme d'existence. Mais sur le plan moral, et forcément, ça va être une continuité. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Maintenant, la condition humaine, et ça, c'est ce qu'on appelle la chute, est telle que l'être humain, tout en s'évertuant à jouer son rôle bon, est miné de l'intérieur par un autre acteur qui joue un autre texte. On a tous des démons. On a pris plusieurs exemples dans ce parallèle. L'un des plus effroyables, c'est le cas de Sami Abimour. Qui est ce jeune homme? C'était un monsieur qui conduisait des bus à la RATP. Comment se fait-il que lui, il a été l'un des tueurs du Bataclan? Ça, c'est... Pourquoi? Au Bataclan, il a tué, alors il n'a pas prévu comme ça, mais il y avait dans la salle quelqu'un qui venait de la même ville que lui. Donc les gens se sont demandé pourquoi Sami Abimour a basculé dans le radicalisme comme ça, alors que c'était quelqu'un, il avait vraiment un bon profil, une famille irréprochable, enfin, en plus conduire des bus à la RATP, bon c'est quand même, on n'imagine pas trop les gens basculer dans le terrorisme, quoi. Ça a fasciné les gens. Pourquoi soudain, derrière le visage du gentil, il y a un masque, je dirais presque d'alien, quoi. J'ai pris aussi le cas de Oscar Pistorius. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas oublié, c'est un handicapé sud-africain qui a couru avec les valides. On appelait Blade Runner, voilà, parce qu'il court sur des lames d'acier, Blade en anglais, et Runner, courir, quoi. Et on a fini par l'appeler Blood Runner parce qu'il a tué sa copine. Voilà, c'est ça. Et c'est très tragique parce que ce personnage semble avoir été complètement dépassé. Je pense qu'il est bourré de honte et de remords. Je ne pense pas du tout que ce soit un criminel endurci. C'est un assassin malgré tout. Enfin, je crois que les preuves sont irréfutables. C'était un tel choc pour tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont adulé en fait, de voir l'autre personnage. Or, on s'aperçoit que Oscar Pistorius qui gagne, et le monsieur qui a fait ça, c'est pas deux personnages si antagonistes que ça, quoi. C'est ça qui est tragique. Le ver était sans doute dans le fruit depuis longtemps, quoi. En fait, là, c'est un des ressorts de la tragédie grecque. J'ai parlé de la Schadenfreude tout à l'heure. Il y a dans la déchéance d'un être humain quelque chose qui provoque une joie malsaine. L'être humain ne fait pas de cadeaux. Et on aime adorer ces personnes, et ensuite, elles nous inspirent de l'horreur. Or, non, finalement, c'est quelqu'un qui est victime de ces démons. Bon, il doit purger sa peine, hein, ça c'est sûr. Mais la foule devrait se dire, ce monsieur nous fait réfléchir. Parce qu'au fond, on est tous des Oscar Pistorius. Hein. Enfin, peut-être pas comme ça, mais on a... Enfin, soyons francs. Nous sommes tous un mélange
de... Le yin et le yang, le bien et le mal. Oui, c'est ça. En fait, il y a une partie de notre vie où nous jouons le rôle officiel, et il n'est pas question de dire que tout ça n'est qu'hypocrisie. Non, en fait, la vie officielle est loin d'être un faux semblant. Mais on doit être honnête. À chaque moment, on doit pouvoir dire, écoutez, je donne une image que vous voyez, qui n'est pas du tout hypocrite. Je m'identifie. Mais, vous savez, je mène un combat. Je ne veux pas déballer toute ma vie, tout ça, mais en fait, c'est pas facile. Mère Teresa a surpris, parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait écrit des textes, et à un moment donné, c'est pas qu'elle a douté, mais disons, elle n'était pas monolithique. Derrière la personne admirable que l'on connaissait, on s'est aperçu que c'est une personne qui avait une lutte intérieure sur laquelle elle a été pudique, mais qui existait malgré tout. Dans cette parole donnée, ça nous a amené à ressortir le vieux thème de ce que les marxistes appellent l'aliénation. Aliénation, ça veut dire devenir un autre que soi-même, un étranger. C'est le fameux thème de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, par exemple. Donc, le tout est de savoir comment éviter cela. Comment faire que la vie idéale et la vie réelle se rapprochent. On s'aperçoit que, justement, quelqu'un comme Nelson Mandela, c'est un monsieur qui aura beaucoup fait, j'espère. Enfin, je dis ça avec des réserves. Je pense que justement, il ne faut pas en faire une icône. Il ne faut pas en faire une icône. Une icône et une idole. Oui, parce que, c'est vrai, à la fin de sa vie, on l'a traité comme je dirais, un vieillard. Voilà. Oui, c'est ça. Or, lui, je pense que toute sa vie, il a essayé de montrer les fragilités de l'être humain. Il a fait toute une évolution. Il a vraiment montré qu'il était loin d'être un homme parfait. Oui. Il a montré qu'il y avait beaucoup d'échecs dans sa vie. Et c'est justement de là qu'est venue sa force, quoi. Parce que s'il était si grand que ça, pourquoi n'a-t-il fait qu'un seul mandat? Ben justement, je crois il nous a vraiment mis les uns et les autres devant certaines réalités, quoi. Et bon, il n'était pas dupe. Hein. Je pense qu'il aimait, il aimait le personnage qu'on lui faisait jouer quand même. Hein. Il était un comédien, sans doute, comment dire, il n'envoyait pas balader les caméras, quoi. Mais je pense qu'il était quand même très lucide sur tout ça. Sur l'espèce de rôle d'icône qu'on lui faisait jouer, quoi. Oui. Récemment, il y avait à la télévision un programme fascinant sur Fidel Castro et Che Guevara. Alors parfois, on les confond un peu, on se dit qu'ils étaient très bons compagnons et tout. En fait, le film qu'on a montré à la télé montrait que Fidel Castro a incroyablement manipulé Che Guevara et il l'a amené finalement à un rôle de guérillero qui n'arrive jamais à poser ses valises, qui est tout le temps en train de faire la révolution partout, alors qu'au départ c'est un médecin en fait. Hein. Et une fois qu'il est mort, il s'en est servi pour en faire une icône finalement qui est assez creuse. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à faire la révolution, c'est pas possible, quoi. Et là, il y a un mensonge qui en dit long, justement, sur ce système castriste. Parce que Castro, lui, une fois au pouvoir, il voulait cesser avec la guerre, mais par contre, Che Guevara, lui pensait qu'il y avait encore des terrains où il devait aller palper pour continuer sa révolution. C'est ça. Et je dirais qu'il était, à l'époque, vu la fascination du communisme, il a été justement cette icône. Aujourd'hui, quand on voit ce genre de personnage, on se dit, mais est-ce qu'on doit en passer par là? Enfin,
on sait que les pays qui sont réformateurs s'en sortent beaucoup mieux que les pays qui font des révolutions. En Amérique latine, si on peut éviter les révolutions, c'est beaucoup mieux. En Afrique, il y a des pays qui s'en sortent dignement, hein, sans passer par je ne sais combien de révolutions sanglantes. Bon, c'est peut-être moins de l'amour, mais alors justement, c'est ça le problème, c'est que l'être humain a le chic pour aimer le sang. Ne n'aimons pas les films où ça cogne pas, où il n'y a pas de... Oui, c'est la nature humaine. Il y a un peu ça, cette esthétique, il faut qu'il y ait du mal. C'est l'expression du pouvoir alors. Non, je pense pas. Je crois que c'est une habitude. Nous avons du mal à concevoir que le bien soit plaisant. Le propre du spectacle théâtral ou cinématographique, c'est la catharsis liée au mal. Il faut qu'il y ait une histoire au moins de rédemption, de rachat. On a du mal à imaginer des scénarios à la fois captivants et vraiment heureux. Il y a, le dénouement est vraiment très bon, quoi. On se dit mais ça ne se vendra pas, ça ne sera pas commercial, quoi. Il y a aussi cet aspect. Alors, parole donnée numéro 242, le thème c'était mon meilleur rôle. Quand nous faisons le bilan de notre existence, pour quel rôle aimons-nous être le plus apprécié? Si l'on met de côté tous les rôles que certaines influences ou circonstances nous font jouer, quel serait le meilleur rôle que nous aimerions avoir? Indépendamment de la fonction, de la position, du statut, quelle image d'être humain voulons-nous donner aux autres? Oui. Le thème de meilleur rôle renvoie je pense dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, au rôle un peu fabuleux de certains acteurs. Bon, je prends par exemple Alain Delon, il a joué dans, je ne sais pas combien de films, on va dire une centaine. Bon, il y a des films qui sont un peu des navets. Il a fait ça surtout pour avoir un bon cachet. Malgré tout, Alain Delon reste associé dans notre imaginaire collectif à des rôles admirables. Il a joué dans Rocco et ses frères, un film fantastique de Luchino Visconti, et là, on s'aperçoit qu'il est inégalable. Ce qu'il dégage dans ce film est bouleversant. D'ailleurs, un peu à contre-rôle, parce que Delon, il joue le rôle d'un homme saint, dans un sens. Oui, en voie de sainteté. On n'imagine pas du tout Delon comme ça, mais il crève l'écran, c'est très très fort. C'est l'un des plus beaux rôles qu'il ait joué très jeune, en fait. Et Visconti lui a aussi donné le rôle dans Le Guépard. Bon, il est évident que Delon n'a plus jamais retrouvé des rôles aussi marquants que lui ont donné des metteurs en scène qui ont vu en lui plus qu'un beau gosse. Et c'était quelqu'un qui pouvait dire des textes forts, qui pouvait avoir des rôles oui, enfin, qui font réfléchir, quoi, qui ont quelque chose de noble. Donc, meilleur rôle, ça se référait un petit peu à ça. Dans cette soirée, j'ai donné un témoignage personnel autour de la notion, dans la langue anglaise, on dit « the right man in the right place at the right moment ». La bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et j'ai expliqué une période de ma vie, lorsque j'avais 40 ans, c'était en 1997, et pendant quelques mois, j'ai pu, au Laos, donc en Asie du Sud-Est, rencontrer en très peu de temps les gens les plus importants du gouvernement de ce pays pour leur proposer de faire de Paksé, au Laos, une ville internationale de la paix. Là, j'ai senti que c'était l'un des meilleurs rôles de ma vie. J'avais un scénario très fort, un discours sur cette ville du Laos, une argumentation très puissante que j'avais préparée pendant plusieurs mois et qui faisait mouche. Chaque fois que j'allais voir, je suis allé jusqu'au vice-premier ministre de ce pays, les gens me recevaient en fait, sans trop me poser de questions,
ils étaient tout de suite captivés par le projet. Et ils me disaient, mais c'est incroyable, ce projet correspond vraiment aux besoins du Laos. Comment est-ce que vous avez, enfin vous qui êtes français, comment est-ce que vous avez pu concevoir un projet comme ça? On a vraiment envie de vous aider. Donc, j'étais porteur d'une idée, d'une passion, de beaucoup d'émotions pour une collectivité. Je me disais, voilà, ce projet est excellent pour le Laos. Ça répond vraiment à beaucoup de questions laotiennes. C'est une façon de mettre en valeur ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Je sentais que j'avais un rôle prophétique. Je ne me contentais pas de commenter l'actualité, mais je devenais un acteur pour aider ce pays, pour donner une certaine vision, quoi. Alors j'ai voulu revenir sur cet épisode-là, non pas que je voulais me dresser des lauriers, quoi, mais c'était une expérience vécue. Hein, c'était pour montrer que il faut savoir saisir sa chance. Quand je suis allé au Laos, j'ai décidé d'abattre une grande carte. Ça aurait très bien pu capoter, j'aurais pu me casser la figure, que les gens m'envoient promener, etc. Non, ils m'ont ouvert les portes de leur gouvernement. Enfin, j'étais vraiment très très bien accueilli partout. À ma très grande surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, ça m'a mis une responsabilité énorme, parce qu'ils m'ont fait comprendre que mon projet leur plaisait, mais qu'il fallait que je trouve tous les financements. Enfin, c'était à moi de tout faire. Ça, c'est un autre problème. Donc, effectivement, j'ai eu un très beau rôle pendant, on va dire, quelques semaines, quelques mois. Mais honnêtement, je n'ai pas concrétisé ce projet, quoi. Alors, si on vous demande de faire un choix des amis, dans quel profil choisirez-vous vos proches? Disons que j'essaye toujours de voir au-delà des attributs de la carte de visite. Les gens vous mettent... moi, j'essaye de voir la personne profonde. Quel que soit le rôle social des gens, j'essaie de comprendre leur vécu. Je prends par exemple un professeur. J'essaie de me mettre dans son vécu, de faire parler l'homme ou la femme derrière le professeur. Mon père, il a été chirurgien. Bon, il peut vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une opération. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte pour moi, c'est l'homme qui est chirurgien, son rapport avec le patient. Il a écrit un livre où il explique qu'est-ce que c'est que le rapport entre un chirurgien et son patient. Même si mon père n'est pas un grand bavard, et il a toujours été pudique, je pense, avec ses patients, n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Même si après ces gens-là ne se revoient plus, si vous voulez. Mais il y a le vécu d'un chirurgien est très très intéressant. Donc, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans les reportages à la télévision, c'est de voir le vécu des gens, l'intérieur, les coulisses. Quand vous voyez par exemple la présidence de la République, bon, c'est un théâtre. Hein, et parfois, certains reportages intelligents nous font voir ceux qui vivent leur passion profonde. Et là, on s'aperçoit que les hommes politiques sont respectables. Ils nous touchent. C'est facile de les caricaturer, bon. Mais si vous les entendez parler de leur passion, etc., malgré tout, vous avez du respect. Vous vous dites que c'est pas facile de faire cette activité, quoi. Il n'y a pas que des corrompus là-dedans, il y a des gens bien. Ils sont bourrés de souffrance, hein, souvent. Ils ont des idéaux, ils ont des déceptions. Et si on les laisse parler, ils sont intéressants à écouter. Ce sont de très grands acteurs, hein, les hommes politiques, quoi. Et donc moi, j'aime bien cette plongée dans je dirais, le vécu des gens. Ouais. Ok.
Quel rôle voudrez-vous que l'humanité joue aujourd'hui? Ben, on revient souvent à une thématique de parole donnée. L'être humain a trois grands rôles pour lesquels Dieu l'a créé. Je crois que tous les êtres humains sont appelés à devenir, dans un domaine ou un autre, des guides, des sages. Et ce n'est pas réservé simplement aux intellectuels ou aux professeurs ou aux religieux. Je pense que chaque être humain est porteur de sagesse. On peut tous apprendre du vécu de tel ou tel. Donc, la première chose, je pense qu'il faut encourager les gens à développer leur caractère. Tous peuvent nous enseigner quelque chose. On ne doit pas dire aux gens qu'ils vont être tout le temps dans des tâches subalternes. On doit apprendre à tout le monde à s'exprimer en public, à parler avec une certaine autorité. Tout le monde peut nous enseigner quelque chose. Oui. Le deuxième rôle, c'est de devenir un parent. Je crois qu'il n'y a pas de rôle plus beau dans la vie pour un garçon comme pour une fille, de devenir papa ou maman. C'est très noble. Il y a le fait d'être géniteur, d'avoir donné naissance à des enfants, mais on peut être parent pas seulement pour ses enfants, on peut être des parents pour d'autres personnes. Et ça, c'est difficile aussi. Justement, un président de la République doit oser être un parent pour sa population. S'il est technocrate, simplement, ça va pas marcher, quoi. On sait qu'Obama, ça lui a été reproché. Il a du mal à fendre l'armure. De temps en temps, il est capable d'une émotion réelle. Les gens sentent que, bon, c'est un parent pour le peuple américain. Mais alors, curieusement, il est un peu déçu de ce côté-là. On lui a reproché une certaine froideur, quoi, comme s'il était... il regardait un petit peu ça de loin, quoi. Et puis le troisième rôle, c'est d'être créateur, de porter des projets. Donc là aussi, je pense que tous les êtres humains sont appelés à être créatifs. C'est vrai que les créatifs, les gens créateurs nous fascinent. Et souvent, on se dit, bon, ça c'est réservé à une élite, tout le monde n'est pas capable de créer. Or, on a tort de penser ça. Même des gens sans talent, entre guillemets, peuvent créer des choses, peuvent faire des projets. Et ça, c'est très, très valorisant. On doit amener les gens à faire des choses. D'accord. Quel est votre dernier mot alors? Parole donnée va s'arrêter maintenant. En tout cas, nous ne serons plus à Don Rémy, à Paris. Je ne sais pas exactement comment le programme va continuer, mais il va continuer sous une autre forme. Alors je ne saurais pas pour l'instant vous dire laquelle. Je cache rien, mais je cherche la nouvelle formule. Alors la nouvelle adresse? Non, justement, pour l'instant, je ne sais pas. On va dire qu'il y a une pause. Voilà, indéterminée. Donc, le prochain décor de Parole donnée, les prochaines dates seront, comment dire, on les fera connaître ultérieurement. Ok, mais la vue de l'encyclopédie, ça avance ou... Oui, je pense que c'est le projet lui-même, justement. Déjà, on a fait 56 thèmes, mais après, il y a beaucoup de sous-thèmes que nous avons traités. Je pense qu'on doit en être à peu près à plus de 500 notions qui reviennent sans cesse dans nos programmes. Vous savez, rien qu'avec 56 thèmes, on pourrait déjà... Alors, cette encyclopédie, elle sera en ligne, de toute façon, sous forme de PowerPoint. Ça demande à être finalisé quand même. Voilà. Puis, je pense que les vidéos joueront un rôle aussi. Voilà. Mais comptez-vous sur l'aide de quelques bénévoles ou bien de quelques personnes volontaires qui veulent venir? Oui, mais alors pour l'instant, c'est un peu prématuré. Je ne saurais pas trop dire exactement. Il faut que je fasse une pause, que je considère tout ce qu'on a fait là pendant les 6 ans. Je ne peux pas répondre comme ça tout de suite. Là. Je suis désolé, mais je suis pris de court là. Ouais, voilà. Okay. Et si les gens veulent vous contacter?
Alors, il faut passer par le site de Culture Épée, hein, cultureépée.org. Puis s'ils vont à contact, ils voient, il y a l'adresse, tout ça, quoi. Voilà. Merci, monsieur. Oui, c'est...